Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club. La Juventus de Turin et Leicester qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ils rejoignent ainsi le Real Madrid, le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, le Bayern de Munich. Dans ce quart de finale, on va connaître bien entendu les derniers qualifiés ce mercredi à l'issue des rencontres entre l'équipe de l'Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen. Et puis le choc entre Monaco et Manchester City. Le sommaire du club, c'est parti. Monaco doit faire son retard après la défaite spectaculaire à Manchester City, 5-3. Les hommes de Jardim ont des raisons d'espérer grâce aux 3 buts monégasques inscrits à l'extérieur. Il faudra aussi résister aux assauts de Manchester City, un adversaire porté sur l'offensive et entraîné par un grand habitué des joutes européennes, Pep Guardiola, qui a remporté 2 fois cette Ligue des Champions avec le Barça. Serein, l'Atlético Madrid, les coéquipiers d'Antoine Griezmann ont fait fort sur la pelouse de Leverkusen. Une victoire 4-2 à l'aller ne devrait pas connaître de problème sur leur pelouse du Vicente Calderón face à une formation allemande convalescente et qui vient de changer d'entraîneur. Ils sont encore en lice pour 3 titres. Le championnat mené par Monaco, la Coupe de la Ligue avec une finale face à Monaco et la Coupe de France. Mais c'est un tout autre visage que le Paris Saint-Germain montre depuis son traumatisme à Barcelone. Et la fin de saison s'annonce très longue. Le club pour m'accompagner ce soir, une convalescente, Julie Rosselin. Bonsoir Julie. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous. Pas très convalescent, lui, notre ami, le sosie de Jorge Sampaoli, qui vient d'être éliminé. Et exclu, un carton rouge. Exclu, exactement. J'espère que ceci ne va pas vous arriver dans le club. Et puis l'autre sosie d'un entraîneur qui, lui, n'a pas ce genre de problème, la Ligue des Champions, la Première Ligue. Il sévit avec Newcastle en 2e division. Il s'appelle Rafa Benitez là-bas, de l'autre côté de la Manche. Chez nous, il s'appelle Juan Pedro Benali. Juan Pedro, bonjour. Bonjour tout le monde, salut Jalal. Alors avant d'attaquer bien entendu la Ligue des Champions, les amis, on va parler avec vous de la sélection marocaine, des dernières nouvelles. Elles sont bonnes pour les Lions de l'Atlas qui sont aujourd'hui virtuellement qualifiés pour cette prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations après le forfait du Malawi. Je rappelle juste à ceux qui ne le savent pas que le Maroc se trouve dans le même groupe que le Cameroun, le pays hôte de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations et qui est donc qualifié d'office. Donc ces matchs comptent pour du beurre. Il y avait le Malawi également qui est forfait. Et puis il y a un 3e larron qui sortira d'un match barrage entre les îles Maurice et l'équipe de l'île Maurice et les Comores. Voilà, là, donc plutôt une bonne nouvelle, Reda. Oui, je pense qu'on est en train d'avoir un rappel de Baraka. C'est-à-dire qu'on a eu quand même une sacrée poisse pendant quelques années. C'est vrai. On a eu une poisse. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Oui, je vous signale que pendant 3 CAN de suite, on est tombé sur le pays organisateur dès les phases de poule, ce qui devait nous condamner à avoir une place pour 3 au lieu d'avoir 2 places pour 4. Ça fait une grosse différence. On a eu des blessures, des scénarios dégueulasses, des éliminations affreuses, des scénarios cruels, des combinaisons improbables. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a le rappel qui nous vient, donc on prend. Et effectivement, comme tu l'as dit très bien, on ne voit pas vraiment comment on peut échapper à la qualification. Voilà. Il va falloir travailler pour être éliminé en fait. Ça se jouera dans une double confrontation, tout en respectant le futur adversaire, l'île Maurice et les Comores. Attention, jamais qualifiés. Attention, cette année c'est quand même l'année des grandes premières, des défaites, des statistiques renouvelées, donc essayons de ne pas nous avancer de trop. Pour une équipe spéciale, tu parles de qui ça. Elle est en train de parler du Paris Saint-Germain, elle est déjà encore traumatisée par le PSG. Notre amie Julie, on va y revenir, hein, t'inquiète pas. Il sera question de ce désastre et de cette démontada, comme l'a appelé Reda Alali la semaine dernière. Non, mais on va en parler après. Il y a eu la liste aussi des joueurs, 25 joueurs retenus par Hervé Renard pour une double confrontation. Il y aura 2 matchs amicaux en mars. Ça sera bien sûr le Burkina Faso et puis l'équipe de Tunisie. 2 matchs amicaux pour la sélection marocaine, une liste de 25 joueurs
Qu'est-ce qu'on peut retenir, Reda, de plus important dans cette liste? Encore la mise à l'écart de Hakim Ziyech? C'est clair qu'à partir du moment où c'était un choix technique, même si on nous a... il a été contesté, le choix technique d'écarter le gaucher de l'Ajax, et que, malgré la contestation, in fine, Hervé Renard a réussi sa CAN, c'est clair que ça l'a conforté dans ses choix. Donc, c'est pas une surprise de voir que Hakim Ziyech n'y est pas. C'est pas non plus une surprise de voir que notre ami Youssef Arabi a disparu, puisque dès le premier match, il avait beaucoup déçu le sélectionneur. Voilà, on revoit Bouffel qui ressurgit parce qu'il était blessé à la CAN. Mais en même temps, bon, moi je le dis avec beaucoup d'humilité, moi je suis très mal à l'aise pour commenter cette liste parce que je suis pas on ne sait pas très bien où ils en sont ces joueurs. Ils sont souvent dans des équipes qui sont peu médiatisées. Donc on va faire confiance à Hervé Renard. Et pour ce qui est des botolistes, c'est-à-dire la disparition de Atoshi, remplacé par son coéquipier Ben Chalqi et retour de Azaro, le buteur Jdidi. Bon, j'ai envie de dire, c'est des présences qui se relèvent plus de l'anecdote, en fait. Les présences des locaux sont... ils vont pas jouer, C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Ouais. Autant, même s'ils jouent dans l'amical. Autant, effectivement, pour Atoshi, c'était anecdotique. Je pense que Azaro, voire même un Ben Chalqi, lui, qui sont des joueurs qui brillent, qui sortent du lot au niveau de la Botola Pro Maroc Télécom, se justifient quand même un petit peu. Et on va donner la parole à celui qui suit de très très près cette Botola Pro Maroc Télécom, Juan Pedro Ben Ali. Moi, je crois que les deux joueurs le méritent. Hein. Surtout, pour l'instant, ils sont en train de montrer un peu le chemin à tous les joueurs qu'il y a à Botola. Petit à petit, les deux joueurs sont... pour moi, c'est les meilleurs actuellement dans le championnat, surtout dans les deux positions qui sont. Moi, j'espère que ce ne seraient pas les deux uniques joueurs qui arrivent. Hein. Et surtout que, par exemple, quelqu'un comme Azaro, qui explose, hein, c'est un joueur qui vient des divisions inférieures. Il était, il y a 2-3 ans, il était amateur. Il s'impose aujourd'hui comme l'un des meilleurs attaquants de la Botola Pro Maroc Télécom. Il a été convoqué plusieurs fois avec l'équipe, la sélection locale. À chaque fois, il a été le meilleur. À chaque fois, il a marqué. Et on dit même qu'il y a un accord avec un club français, déjà, pour que la saison prochaine... À ce moment-là, il sera recruté. Il sera appelé. À ce moment-là, il jouera. Voilà. Donc, pour cette liste des joueurs, donc, ce qu'on retient aussi, c'est qu'il fait confiance, c'est tout à fait normal. Allez, au noyau dur de Gabon 2017 pour notre ami Hervé Renard. En plus de s'être enfin qualifié pour les quarts de finale, ce qui n'était pas arrivé depuis 2004, il y a un surplus de confiance. Les gens se connaissent, ils ont passé un mois ensemble, ils ont connu des bonnes émotions. Donc évidemment, il va faire appel à ces joueurs fétiches. Bon, j'espère quand même qu'on aura peut-être un peu plus avec le retour de Belhanda. Bon, j'y crois pas beaucoup, mais bon, j'espère qu'avec le retour de Belhanda, de Bouffel, pourquoi pas Ben Chalqi, même si encore une fois, comme je dis, je ne pense pas qu'il serait titularisé dans les matchs officiels, qu'on ait un petit peu plus de talent dans le jeu offensif, c'est ce qui nous a fait souffrir en CAN. C'est-à-dire qu'on était vraiment bloqué dans un schéma plus défensif qu'offensif. On a un vrai problème de talent, quoi, tout simplement. Et j'espère que ça va disparaître avec le retour des blessés. Quoi. Julie ? Bah, à mon avis, pour compléter ce que tu dis, l'absence de Ziyech, quand même, est justement, selon moi, un point négatif, d'autant que je n'ai jamais compris cet écart comme un écart technique, mais plutôt comme un écart de... C'est difficile de mettre ce joueur-là sur le banc, de lui faire comprendre qu'il peut rester sur le banc. Donc, je me pose la question, dans quel championnat doit-il jouer pour être sélectionné, Ziyech ? Non, ça n'a rien à voir avec le championnat, ça n'a rien à voir avec la qualité du joueur. En ce moment-là, ce qu'on parlait, moi je me souviens la première fois que je suis venu dans ce plateau, on parlait un peu du groupe, il fallait faire groupe, il fallait faire... Ouais. Ça n'a rien à voir avec si un joueur il est mieux ou il est pire. Je crois que le sélectionneur national, il connaît son groupe, il a confiance en ce groupe-là. Ils ont vraiment fait quelque chose que personne ne s'attendait dans cette CAN, il l'a fait. Alors maintenant, il faut avoir plus que confiance. C'est lui qui décide, il connaît mieux le joueur que nous. Et d'ailleurs, franchement, maintenant, aujourd'hui, l'enjeu, c'est la qualification pour la Coupe du Monde, parce que pour la CAN... Il faut être très clair sur Ziyech. Ziyech, c'est un joueur... Enfin, le problème, c'est exactement ce qu'a dit Julie, qui ne voulait pas être remplaçant, créer des problèmes en cas de non-titularisation. Et c'est effectivement un mal dont a souffert beaucoup l'équipe nationale.
Bon, moi, autant je suis convaincu que ce bonhomme a du talent, autant je ne peux pas ne pas aimer aussi le fait que Hervé Renard serre un peu la vis, parce que c'est quand même ce qui nous a plombé pendant des années, quoi. Alors, un autre combat pour le football marocain, une présence dans les instances dirigeantes du football continental. Et qui dit instance dirigeante, dit bien sûr comité exécutif de la CAF. Et le patron du football marocain, Fawzi El Rjah, est candidat pour un poste donc dans ce comité exécutif. L'élection est prévue le 16 mars. Cette semaine, Fawzi El Rjah, qui est actuellement à Addis Abeba en Éthiopie, il a en face quelqu'un de très difficile à déloger, l'Algérien Mohamed Arawraoua. Mais Fawzi El Rjah, qui s'est confié à Khadija Ihsan juste avant son déplacement en Éthiopie, est très confiant. L'écoute. Moi, je reste toujours confiant. Et d'ailleurs, si je ne le suis pas, on ne pourra pas continuer. Et je l'étais depuis le départ. Je savais que la situation, c'est un exercice compliqué. Mais comme j'ai dit, c'est un exercice qui permettrait à mon pays tout d'abord, à ma fédération, de consolider une expérience. C'est un travail que je mène. Ce n'est pas un travail qui s'arrêtera le 16. C'est un projet que je partage avec les présidents de fédération. C'est une vision. Et je l'ai dit, je l'ai déjà partagé avec les patrons du football, que ce soit la FIFA, avec Infantino, ou avec Heto. Et donc, aujourd'hui, c'est un nouveau style, c'est une nouvelle approche. On est à la recherche d'un espace institutionnel où on pourra ensemble exprimer une vision avec une nouvelle approche managériale. Voilà, donc nouveau style, nouveau défi, nouvel objectif pour la fédération marocaine, pour le Maroc. La seule fois qu'il y a eu un Marocain qui a siégé au sein du comité exécutif de la CAF, c'était il y a bien longtemps, et c'était la seule fois d'ailleurs, unique. Voilà, c'était Saïd Belkhayat. Une présence d'un pays, en tout cas d'une fédération comme la fédération marocaine, dans un comité comme le comité exécutif de la CAF s'impose, surtout quand on voit par exemple que souvent c'est des pays qui n'ont pas vraiment d'histoire footballistique, qui n'ont pas marqué l'histoire du football, comme je sais pas, comme les Seychelles, comme le Botswana, et qui sont présents et qui décident des destinées du football africain. Je parle de fédération, je parle pas de pays. Oui, ben c'est le cas même au niveau mondial, quand on connaît le poids historique qu'avait Trinidad et Tobago. Voilà, exactement, ouais. Jacques Warner et ses amis. Pas penser là si mal. Non, moi je suis content que ça se passe mieux avec la CAF. Il faut se rappeler quand même de 2015 et de cette annulation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça va mieux, mais n'importe quel Marocain devrait se souhaiter voir ce siège récupéré par la FRMF, bien sûr. Il n'y a même pas de débat. Plus on sera présent, mieux ça sera pour nous. On a beaucoup souffert. Les Tunisiens ont été très importants avec Slim Chiboub dans les années 90. Les Égyptiens ont abrité le siège de la CAF au moment où on n'y était même pas. Ouais. On n'était même pas inscrits. Et qu'ils l'abritent depuis tout. Voilà, ils ont organisé les premières. Ouais. Voilà, les Algériens, voilà, on a justement... Voilà, donc on est en retard, il faut le dire. Et si on arrive à combler ce retard, bien sûr, il n'y a même pas de débat. Voilà. Au-delà de ça, c'est une nouvelle candidature face à une candidature plus ancienne, et les idées neuves, à mon avis, ne font que du bien dans ce football africain. En tout cas, ça va beaucoup mieux avec la CAF. D'ailleurs, le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, qui lui-même se trouve actuellement à Addis Abeba, qui lui est président depuis 1988. Il avait été élu au Maroc lors de la CAN de la même année. Il brigue un nouveau mandat de président. Mais avant cela, il affirme être à 100% derrière une possible candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Issa Hayatou. À 100%. Parce que moi j'ai été... Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini la question. Nous supportons la candidature du Maroc parce que moi j'ai été au Maroc il y a au mois de décembre ou janvier, je crois janvier. J'ai vu les possibilités de ces pays-là. Du point de vue infrastructure sportive, il y a tout ce qu'il faut. Du point de vue hôtellerie, le Maroc c'est un pays de tourisme, donc il n'y a vraiment pas de problème à cela.
Voilà, donc on parle même, selon certains médias espagnols, d'une possible candidature conjointe du Maroc et de l'Espagne, voire même du Portugal pour cette Coupe du Monde 2026. D'ailleurs, la FIFA veut encourager maintenant les candidatures conjointes, vu que la Coupe du Monde, en tout cas avec la présence de 48 sélections, va être beaucoup plus compliqué à organiser pour un seul pays, Juan Pedro. Ça serait extraordinaire. Ça serait une chose vraiment qui ouvrirait le foot vraiment professionnel au Maroc. Et l'approche entre ces 3 pays méditerranéens, frères, ça serait... Et comme vous dites, pour le président de la Fédération marocaine, va aider pas mal pour offrir au Maroc ce qui attend depuis longtemps. Attention, parce que si vous vous rappelez 2002 de la candidature conjointe, de l'organisation conjointe Japon-Corée, ça avait été une mauvaise expérience pour la FIFA, hein, qui avait expliqué que c'était la dernière fois qu'elle laissait une co-organisation. Bon, ce qui se passe aujourd'hui, il faut être clair, c'est que la Coupe du Monde coûte horriblement cher pour les pays. Et il y a de moins en moins... Elle coûte horriblement cher à 32, à 48. Voilà. On va avoir... C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'ouvrir la porte de la co-organisation à 2. Bon, là, maintenant, on est en train de parler de 3. Comme s'il y avait un projet également États-Unis-Canada, je pense. Voilà. Mais il faut dire aussi qu'ils sont devant une réalité qui est qu'aujourd'hui, à part des pays qui sont dans la recherche de médiatisation, etc., énormément de pays ont du mal à accepter cette organisation, y compris des Jeux Olympiques, parce que le modèle économique, c'est-à-dire toi tu vends les droits télé, moi je dépense l'argent pour construire les stades et toi tu viens vendre ce qui se passe dedans, il est vraiment contesté et contestable. En tout cas, l'organisation conjointe, il y a même l'UEFA qui opte pour ça de plus en plus, qui veut opter pour ça. La prochaine édition de l'Euro va être organisée dans 6-7 pays. Ouais, c'est ça. Oui. Bon. Pas la prochaine, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire. Après, peut-être que sur le mondial à 48, ça va être aussi simplifié le fait d'avoir une organisation conjointe, dans le sens où ce sera finalement une Coupe du Monde en 2 phases maintenant, avec une première phase tous ensemble et une deuxième phase finale. Donc ça peut aider les choses. Plusieurs problèmes. Les gens pensent tout simplement là où quand on joue le match, mais aussi il faut penser les entraînements, il faut penser tous les spectateurs qui viennent de partout au monde. Il n'y a pas suffisamment d'hôtels, il n'y a pas suffisamment dans un seul pays. Il y a l'exemple, par exemple, de l'Ukraine et la Pologne. Ça, c'était un peu comme ça. Ça s'est ouvert à tout le monde. Alors l'UEFA, vraiment, elle est en faveur. Je crois qu'Infantino, maintenant, il a changé un peu d'avis. Mais on a le grand exemple, comme il a dit Reda, pour Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, c'était en 2014 pour la Coupe du Monde et 2016 pour les Jeux Olympiques. Et le Vena, Reda Allali, est formidable, Reda Allali, qui a vécu ça de l'intérieur et il a bien de la chance. On va attaquer maintenant les sujets qui fâchent. Et parmi les sujets qui fâchent, en tout cas depuis une semaine maintenant, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est donc encore en lice pour 3 titres, bien entendu, le championnat, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Mais depuis son traumatisme et sa défaite 6-1 et l'élimination du PSG face au Barça, l'équipe de Paris semble encore sonner, comme peut en témoigner son dernier match de championnat face à la Lanterne Rouge, Lorient. Et la fin de saison s'annonce très longue pour les Parisiens. C'est un Paris Saint-Germain convalescent qui s'est petitement imposé sur la pelouse de la Lanterne Rouge, Lorient, 2-1 dimanche soir. Preuve du traumatisme vécu par l'équipe d'Unai Emery. Un coach qui dit ne pas penser à la démission et qui a reçu la confiance de son président Nasser El Khelaifi, exactement comme Laurent Blanc l'avait reçu 3 mois avant d'être limogé. La fin de saison s'annonce donc très longue pour l'équipe encore engagée dans 3 compétitions et l'été prochain lourd d'enjeux. Car sans donner de nom, le président du club a annoncé des changements à l'intersaison. Certains joueurs semblent avoir des envies d'ailleurs, comme Matuidi, Verratti, Di Maria ou encore Marquinhos. Mais les regards se tournent aussi du côté du staff. Patrick Kluivert, directeur du football, et Olivier Letemps, directeur sportif, n'ont pas relevé le défi des précédents mercato. Le président lui-même, Nasser El Khelaifi, pourrait être remplacé après 6 ans passés à la tête du PSG.
Enfin, que penser du grand projet qatari ? Les propriétaires se sont engagés dans l'équipe en se donnant plusieurs années pour devenir champion d'Europe. La priorité de la saison était ainsi fixée, faire mieux que les saisons précédentes dans cette compétition. Et force est de constater que le défi n'a pas été relevé. Voilà, donc le défi qui n'a pas du tout été relevé. La question qui est sur l'écran des téléspectateurs, PSG est maintenant, Julie. Et maintenant, je suis d'accord, ça va être très difficile. Effectivement, c'est beaucoup de questions pour la fin de la saison. C'est beaucoup de questions pour l'intersaison aussi. Pour la fin de la saison, il y a eu une affaire là, ce week-end, donc l'affaire Aurier, qui a fait un petit peu de bruit. Et le club a décidé de laisser couler les choses en expliquant, on est mobilisé sur le fait de remotiver les joueurs et d'essayer de garder le traumatisme derrière nous. Enfin, d'essayer de repartir ensemble. Et je crois effectivement que c'est compliqué. Je crois qu'en plus du traumatisme, il y a maintenant énormément de démotivation parce que, on en a parlé ici souvent, l'objectif, il était quand même principal, il était même quasiment unique. C'est-à-dire que ces joueurs-là du Paris Saint-Germain, effectivement, ne se motivaient pas de la même façon pour un match de Ligue 1 et pour un match de Ligue des Champions. Et donc, du coup, je pense que ça va être très compliqué. Je pense que c'est beaucoup de changements et beaucoup de décisions difficiles à l'intersaison. Et clairement, j'aimerais pas être à la place de Nasser El Khelaifi. Qui a, cette semaine, bien sûr, conforté Unai Emery, l'entraîneur espagnol de cette équipe parisienne, mais comme il l'avait effectivement... 3 mois avant de limoger Laurent Blanc. Sauf qu'avec Laurent Blanc, il avait conforté et prolongé. Et augmenté. Voilà, et augmenté. Donc on peut dire que finalement, les décisions sont quasiment mieux prises maintenant. Justement, comment on peut se réveiller d'une claque pareille, d'un choc pareil? C'est le travail psychologique avec les joueurs. C'est ce qu'on disait avant quand on parlait de l'équipe nationale marocaine. Il faut faire groupe. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a un groupe au Paris Saint-Germain? Parce qu'on est en train de tomber dans les mêmes fautes qu'on a commises l'année d'avant, l'année d'avant. On croit qu'avec de l'argent, avec les noms, les joueurs, on peut faire un grand club. Mais un grand club, ça se construit petit à petit. Et il faut avoir un caractère vraiment très fort. C'est ce que... Il faut avoir peut-être aussi de la patience. Et à mon avis, c'est ce qui manque un peu aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Ils sont là à la Ligue des Champions. Ça ne se gagne pas comme ça, en claquant des doigts. Et ils sont un peu, et on l'a souvent dit sur ce plateau, un peu trop obsédés par la gagne. C'est pas en étant obsédé par gagner une compétition comme la Ligue des Champions que tu vas finir par le faire. Excuse-moi que je le dise, mais moi j'ai entraîné au Qatar. J'ai entraîné l'une des plus grandes équipes du Qatar, c'est Al Gharafa. Je vois le même caractère. Ouais. Je vois la même manière. On veut gagner aujourd'hui. En fin de compte, il y a un seul gagnant. Ils font tout. Ils sont mieux que tout le monde. Ils sont les meilleurs. Ils peuvent payer tout. Mais soudain, c'est du foot. Ouais. Mais moi, je ne le trouve pas tellement impatient. Moi, je trouve que c'est légitime. Ils ont calé en 8e et en quart 2 ou 3 fois de suite. C'est normal de vouloir passer en demi. Voilà, c'est pas illégitime. C'est pas passer en demi qui est l'objectif, Reda. Oui, mais l'objectif, c'est la gagne. Gagner la Champions League. L'objectif annoncé, s'ils étaient passés en demi, c'est de ils seraient faire contents. Voilà, c'est faire mieux. Voilà. C'est de passer un pas. Mais là, on a vu un peu la philosophie du foot qu'ils savent. C'est qu'après gagner 4-0 Barcelone, ils étaient déjà champions. Ouais. Ça y est, on est champion, on est les meilleurs. Emery, c'est le meilleur entraîneur, on a les meilleurs joueurs, on est le grand club, le championnat est le meilleur. Attention de ne pas mélanger ce que les médias disent et ce qui se passe dans le groupe. Ça, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans le groupe. Ça m'étonnerait que Unai Emery soit rentré le lendemain du 4-0 en leur disant on a gagné. Je connais très bien Unai. On a coïncidé à Toledo quand il était joueur. Et je peux t'assurer que lui, non. Mais voilà. Lui, non. Mais par contre, mais on est humain. On est humain. On est humain. Et la presse, la famille, les amis, les spectateurs, absolument tout le monde qui entoure le foot. Ouais. En fin de compte, le joueur, il ne peut pas s'isoler totalement. 4-0 le Barça. Et voilà, on ne peut pas s'isoler totalement. Mais tu parlais de comment on reconstruit avec de la patience. Moi, j'ai envie de dire, on reconstruit surtout avec des leaders. Et malheureusement, dans cette défaite spectaculaire, il n'y a pas juste une élimination. On s'attendait. Il y a une perte le groupe a explosé. Et si le groupe a explosé, tu peux perdre la tête haute. Les défaites, on est spécialiste, on la connaît. On connaît tous les types de défaites. Mais tu as des défaites
où tu t'en sors en ayant fait le maximum, où tu as le capitaine qui a tenu la barre, et ben voilà, tu t'es craché Quels sont aujourd'hui les leaders qui doivent aider ce groupe à sortir la tête de l'eau? Monsieur Khalifi n'a pas l'air de maîtriser. Lui-même est contesté, donc je ne sais pas, en étant contesté par les responsables, les vrais propriétaires du voilà, les vrais propriétaires du club, on sait qu'il est sur la sellette. Unai Emery, bon, il se fait tirer dessus depuis qu'il est arrivé. On a vu qu'il dégageait une trouille incroyable depuis la première minute du match. Le capitaine d'équipe était catastrophique, il a passé son temps à reculer et on a connu son émotivité qu'on avait déjà vu avec l'équipe du Brésil. Globalement, moi je veux bien reconstruire avec la patience, je veux surtout reconstruire avec des leaders qui étaient Zlatan et qui parti à laisser comme cette petite bande d'enfants apeurés qui s'est liquéfié mentalement avant de se liquéfier footballistiquement mercredi dernier. Moi je suis d'accord dans un sens avec toi et pas d'accord dans un autre, notamment sur l'exemple d'Ibrahimovic. Je pense qu'effectivement, cette équipe a besoin de leaders à tous les niveaux. Effectivement, un président, mais peut-être un président moins présent que celui qui est aujourd'hui, un président qui sait rester dans son statut de président. Je pense qu'effectivement, du côté des directeurs sportifs, ça a marché avec Leonardo, ça ne marche pas aujourd'hui avec cette double tête, notamment parce qu'à mon avis, il n'y a peut-être pas le même carnet, c'est peut-être plus compliqué dans les relations, je ne sais pas, mais effectivement, les recrutements, il y a un souci. Et je pense que pour les leaders d'équipe, pour moi, Ibrahimovic, oui, c'était un leader sur le terrain. Ça ne peut pas être le leader d'un grand club quand il ne respecte pas le club. Quand un Zlatan dit « ce club n'a pas d'histoire avant le mien », ça ne peut pas être un leader. Un leader, un grand leader. Attends, pardon, Zlatan n'a jamais fait un grand match en Europe. Peut-être qu'on en aurait pris 6. Tu n'en as aucune idée. Il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Il n'a jamais été vraiment là pour les grands rendez-vous. Il n'a jamais redescendu défendre. Donc je ne vois pas pourquoi on s'en serait pas pris 6 avec Zlatan. Juste, je finis une chose. Je pense qu'un grand leader d'un club, ça se construit aussi en même temps que le club. C'est peut-être quelqu'un qui vient de la région. C'est peut-être quelqu'un. Mais là, on l'a pas. Tu l'as pas, mais tu l'auras peut-être un jour. Oui, mais il faut l'avoir rapidement. Tu l'as pas là. Tu l'as pas pour l'année prochaine. Aussi, des grandes personnalités de joueurs, il faut attendre. Qui est le sentiment qui a grandi au Paris Saint-Germain Matuidi. En ce moment. Non, même pas. Non, il vient de Saint-Etienne. Non. Rabiot. Kimpembe. Même s'il est italien, il a grandi au PSG. Il y a deux points très importants que j'ai vus dans deux différentes images. Une semaine avant, 10 jours avant, j'ai vu un joueur qui rentrait au vestiaire et dans le tunnel du vestiaire, il parlait avec l'adjoint de Unai Emery, lui hurlait, lui dit arrête de nous hurler, on sait ce qu'on fait. Alors, une semaine après... C'est Ben Arfa, ça. C'est Ben Arfa, c'est ça. Ouais, c'est Ben Arfa. Une semaine après, il joue contre Barcelone et on voyait tout Paris Saint-Germain derrière 4 défenseurs, 5 milieux avec un avant-centre. Et de l'autre côté, on voyait Unai Emery qui demandait « sortez de là ». Et juste après le match, les joueurs, l'un d'entre eux, je pense Rabiot, admet, il dit c'était pas du tout les... Et ça, c'est grave. C'était pas du tout les consignes. C'est-à-dire que celui qui est sur le banc de touche ne sert pas à grand-chose. Oui, mais il y a quelque chose de surnaturel aussi sur ce match. Il y a quelque chose d'humain et de fou qui fait que ce jour-là, effectivement, ils ne l'écoutent pas, que ce jour-là, ils ont peur. Il y a cette peur, elle est vraiment très forte. C'est peut-être le seul jour où il fallait écouter. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas surinterpréter. Il n'y avait pas cette peur au premier match. Justement, ils n'avaient rien à perdre. On ne peut pas dire, il y a 15 jours, le PSG a fait le match du siècle, a écrasé Barcelone, les a étouffés avec un pressing au machin. Et après, ils ont peur totalement. 3 semaines après, expliquer qu'ils ont... Il y a quelque chose, il faut accepter, enfin moi je l'accepte en tout cas à bras ouverts, il faut accepter l'irrationnel. Il faut accepter l'irrationnel. C'est le foot. Mais là, il est arrivé il s'est imposé avec force dans le scénario de ce match. Il faut accepter. Il n'y a pas que l'irrationnel, je suis désolé, on en a parlé. Il y a aussi le Barça. Et ça, c'est sûr. Il y a une équipe, on en parlait ici, il faut une dose d'irrationnel. Il y a une équipe qui, à la 88e minute, croyait encore à un possible exploit. Non, il ne croyait plus. Il y a 2 joueurs. Je ne suis pas d'accord avec la Neymar qui croyait plus. À 3-1, Barcelone, c'était fini, on les voyait en marchant. Exactement. Regarde la tête de Luis Enrique. Regarde la tête de Luis Enrique quand Neymar marque. Il a le visage de Piqué qui regardait la montre. Il a l'air de se dire dommage, c'est trop tard. Une histoire. Non, c'est incroyable. Tiens, 2 minutes. Tu sais, excuse-moi. On a tous vu des remontadas.
Voilà. Pas avec le Barça. Parce que Non, mais c'est ça, c'est le Real Madrid. On le laisse à part. C'est pas le style de la maison. Non, Real Madrid n'a pas le monopole de ça. Il y a d'autres équipes. Mais on sait à quoi ça ressemble. C'est un joueur star en transe, un public debout, des gens hystériques et tout qui va dans le même sens. Là, c'était même pas ça. Là, c'était une remontada molle. Ça a duré pendant 20 minutes entre le but de Cavani et le coup franc de Neymar. Ils se dépêchaient même pas. Ils avaient un coup sur la tête. C'est Neymar tout seul qui a planté ses 2 buts plus passe décisive, qui a changé le cours du match. Et en face, il y a eu la fameuse stat, on va la redire parce que tout le monde la connaît pas. 10 minutes sans une passe vers l'avant, avec une seule passe réussie. Le nom des 3 joueurs. Il y a trois joueurs, Busquets, Rakitic, Neymar. Alors, dernière question, il reste une petite minute. Elle sera pour Julie. À quelle fin de saison peut-on s'attendre maintenant pour le Paris Saint-Germain? Dans le meilleur des scénarios, il y a un regain de motivation et il y a l'envie et l'esprit de se dire on ne peut pas partir sans rien et on décroche 1 ou 2 titres, à mon avis, le championnat. C'est très compliqué. Dans le pire des scénarios, tout est terminé. Donc, Emre, pour sa première saison, il gagnera plus de titres que Laurent Blanc. Ils n'ont pas leur destin entre les pieds en championnat. Ils ont déjà eu les confrontations directes contre Monaco et ils sont 3 points devant. Donc il faut espérer un faux pas de Monaco. Ils sont 3 points derrière avec un goal average défavorable. 4 points, disons. On va dire 3 points plus 1 point de goal average. Donc même s'ils font une super fin de saison, il faut que Monaco chute. Ouais. Voilà. Après, il reste les coupes nationales, mais bon. Et que ça sera face notamment à Monaco. Restez avec nous les amis, on va se retrouver dans un court instant pour la seconde partie du club. A tout de suite. شنو كاين؟ لا وغوارديولا. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok. ماشي مشكل. Parce que l'image était terrible. Moi, j'ai encore un peu mal au crâne. Attention les gars, attention les gars, الله يخليكم الروينه الكبيره. Attention là, c'est le bordel, franchement, rien ne marche. Aidez-moi s'il vous plaît. Bonsoir les amis, bonsoir, bienvenue dans cette seconde partie du club qu'on va attaquer par les matchs de ce soir en Ligue des Champions et franchement le bel exploit de Leicester, victorieux 2-0 de Séville après une défaite à l'aller au Sanchez-Pizjuán 2-1, Leicester qui revit après le départ de Claudio Ranieri. Ils sont en quart de finale les Anglais. Eh oui, hein, vraiment... c'est un club qui vient de naître encore une fois. Alors j'explique. Il a un petit peu travaillé avec Leicester, mais c'est pas pour autant qu'il voulait que Leicester gagne, puisqu'il a travaillé avec Claudio Ranieri, qui a été débarqué. Après, en vérité, c'est quand même la victoire du non-karma, quoi. Ça prouve à tout le monde qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la justice. Parce qu'au final, je pense que... Dans le foot, il n'y a pas de justice. Non, mais même dans le foot, il n'y a pas de justice. Plus que de parler de justice, parlons de belle histoire. Quand je dis belle histoire, c'est pas forcément une histoire morale, mais c'est une histoire qu'on a envie de regarder. C'est-à-dire la belle histoire de Monsieur Shakespeare. C'est la belle histoire de Monsieur Shakespeare qui ourdit dans les coulisses un complot visant à déstabiliser son patron, aidé en ça par une poignée de félons joueurs. Voilà, tu nous as donné les noms. C'est toi qui le dirais là, c'est pas moi. C'est moi, c'est moi, voilà. Et qui, d'un seul coup, se libère en championnat, et on comprend qu'il joue avec le frère à main avant. C'est très vilain. Mais en même temps, ça donne une histoire incroyable à regarder. On se demande où elle va s'arrêter. Mais ça serait simple. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Si changer d'entraîneur et comme ça, par une baguette magique, avec Mourinho, 3 matchs, 3 victoires, 10 buts marqués, 2 buts encaissés, le gardien qui commence à arrêter tous les pénaltys. C'est quand même assez extraordinaire. Il court 11 km plus que le meilleur match de cette année. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé aussi avec... Donc, et là, j'admets une chose, c'était la décision à prendre, c'était de
laisser partir Ranieri si, Écoute, Jalel, les joueurs tu vas faire des ne le inconnus. supportaient plus. Tu as affaire à des joueurs qui ont une carrière qui a commencé en gros médiatiquement l'année dernière. Mais que dire de, par exemple, Eden Hazard, qui, lorsqu'il était géré par Mourinho, a avoué qu'il a simulé une blessure pour sortir du terrain parce qu'il n'avait pas envie de se défoncer pour l'ancien coach. On est quasiment avec Conte aujourd'hui, ils sont 10 points devant, je pense, le deuxième, ou 8 points. Et l'année dernière, ils ont fini 11e avec le même effectif. Ils ont fait la même chose, sauf qu'ils l'ont fait à l'intersaison. C'est pas beau, mais c'est la vie, et c'est pour ça qu'il faut regarder le foot et qu'on l'aime ça, parce qu'on aime ce sport, parce qu'il ressemble à la vie. Voilà. Si vous voulez comprendre la vie, regardez le foot, ça va plus vite. Tu le vois de l'autre côté. Moi, je le vois d'un autre côté. Je le vois d'un. C'est pas beau. Non, moi je le. Non, c'est pas beau. c'est pas bon. Moi, je suis pas le foot parce que moi, je travaille dans le foot. Je mange grâce au foot. Et on le voit d'une autre manière. On souffre, on vit. Par exemple, on perd un match, on sort prendre un café. C'est comme si quelqu'un commence à rigoler de toi, il rigole de ton travail, il rigole de ta professionnalité. Et là, c'est la même chose. On rigole d'un monsieur qui est nommé le meilleur entraîneur du monde cette année. Non, mais personne ne rigole. Oui. C'est un manque de professionnalité, c'est un manque Qui rigole? d'amour. Tu parles de la presse, tu parles de quoi? Je parle de Leicester. Non, mais sérieusement, Ranieri est parti dans des conditions où il a été auréolé il y a de la gloire. Il est parti la tête haute. Tout le monde a applaudi ça. Et Leicester a perdu beaucoup de capital sympathie dans cette histoire. Moi, je ne vois pas du tout qu'il a été humilié. C'est plutôt Leicester qui s'est mis dans une mauvaise situation et tout le monde l'a soutenu. Tout le monde. En tout cas, moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a un énorme élan de sympathie. Sauf quelques joueurs. Et en même temps, excuse-moi d'être terre à terre, au niveau financier, tu as des chèques qui te permettent de supporter l'humiliation plus que si tu étais serveur dans un café, tu vois. Alors, pour Leicester, donc Leicester l'a fait. Leicester poursuit l'aventure en Ligue des Champions. L'autre match de la soirée, c'était plutôt tranquille. La Juventus s'en forçait, victorieuse à l'aller, 2-0 à Porto. Là, 1-0 pour les Italiens, le but, je pense, de Dybala. À noter aussi la présence et la titularisation. Il joue de plus en plus de notre ami Mehdi Benratia, Julie. Oui, je voulais juste dire un petit mot de Séville, qui quand même, à mon avis, a fait un petit peu la même erreur que toutes les équipes de première ligne l'année dernière, c'est à dire de sous-estimer un petit peu justement cette équipe de Leicester. Je suis assez déçu de ce qu'on en a vu, en tous les cas, du niveau de jeu. J'ai l'impression que c'est vrai que ça n'allait pas très bien ces dernières semaines, ces derniers jours. J'ai l'impression qu'ils se sont mis au niveau un petit peu trop tardivement dans ce jeu. Justement, avant de parler de la Juve, déjà dans le championnat espagnol, Séville commence à décliner un petit peu. Ils ont perdu beaucoup de points. Ils pouvaient être maintenant au même niveau que le Real Madrid. Ils ont commencé, et on le voit, on l'a vu très bien aujourd'hui. Il n'y avait pas de solution. Et là, la frustration, c'est Nasri qui l'a payé. On l'a vu avec son tête-à-tête avec Vardy. Qui est la réaction classique. En tout cas, pour la Juventus, victoire tranquille, on ne va pas s'y attarder, parce que franchement, les Italiens ont réglé le problème à l'aller. J'aimerais bien qu'on réserve ce temps, quand on allait parler de la Juventus au match de demain. Il y en a quelques-uns, surtout un qui promet, c'est l'AS Monaco qui reçoit Manchester City, 5-3. Souvenez-vous, c'était super lors du match aller. On va avant d'en débattre, on va écouter la réaction des deux entraîneurs. On commence par le technicien portugais de l'équipe de Monaco, notre ami Leonardo Jardim. Je pense que demain, le match, un match aussi avec les deux équipes offensives. Monaco va essayer aussi de faire le but parce que nous avons besoin. Mais aussi d'autre côté, je crois que pour la qualité collective et individuelle de City, peut-être qu'il peut faire aussi des buts. Pour ça, je crois que pour qualifier, normalement, nous avons besoin de faire 3 buts. On a besoin de faire 3 buts, affirme Leonardo Jardim. Des buts, il en veut également. Pep Guardiola, qui, pour lui, l'heure n'est pas au calcul. D'ailleurs, il affirme qu'il n'aime pas ça, ne l'a jamais fait auparavant, et affirme notre ami Pep Guardiola qu'il veut gagner à Monaco. Ça promet, Pep Guardiola. No, I wanna see a team
from the first minute. Je veux voir une équipe qui, depuis la première minute, veut gagner le match. Je veux voir cela. Après, à ce niveau, tout le monde peut battre tout le monde, mais je veux voir mon équipe avec ce sentiment, cet esprit de vouloir gagner. Je veux gagner ce match et si on n'y arrive pas, ce sera parce que l'adversaire est meilleur. Voilà, ça sera que l'adversaire est meilleur que nous, affirme donc notre ami Pep Guardiola. Un des buts, il y en a 8 à l'aller. Il risque d'en avoir d'autres buts. En tout cas, c'est la promesse des deux entraîneurs. Julie. Oui, à mon avis, effectivement, ça risque d'être assez ouvert puisque Pep Guardiola n'aime pas tellement maintenir le statu quo. Et effectivement, je pense que son équipe ira de l'avant. Je pense que Monaco a aussi les qualités offensives pour le faire. En revanche, le rapport de force me semble un peu à l'inverse de ce qu'il était au match aller. C'est-à-dire que j'imaginais plus une qualification de Monaco à l'aller. Et je pensais que Manchester City, qui traversait une période un peu tumultueuse, allait avoir du mal. Je crois que là, effectivement, le rapport s'est inversé. Monaco décline sans trop avoir de soucis en Ligue 1, mais on sent que c'est quand même un peu plus poussif. Tandis que du côté de Manchester City, j'ai l'impression que tout le monde revient et que tout le monde revient en très grande forme. On ne le fait pas exprès, Julie. On parle de remontada également dans le titre de cette partie. En mode remontada, Monaco, est-ce que c'est possible? Je crois que Guardiola a pris la leçon de ce qu'il a fait Barcelone contre Paris Saint-Germain. Je ne crois pas qu'il va attendre en arrière. Et je crois que Monaco a perdu le match qu'il avait en main à Manchester. Il pouvait faire plus. Mais si on va à la moitié de ce qu'on a vu, le premier match, le match aller, on serait heureux. Alors, bien sûr, et je pense qu'avec la meilleure attaque en Europe, c'est l'équipe de Monaco. Elle est capable de mettre des buts à cette formation de Manchester City, qui passe pas pour être l'une des meilleures au niveau de préserver un résultat ou de défendre tout simplement. Moi, je me demande si ça serait pas si Monaco sort demain. Ce qui est très, très possible. Hein. Je me demande si ce ne serait pas la première fois qu'une équipe marque 3 buts à l'extérieur et se trouve éliminée. Voilà. Les clubs français sont là pour déjouer toutes les statistiques, ça nous fait plaisir, on est là pour ça. Je veux dire, en tout cas, c'est des quarts de finale, c'est des huitièmes de finale qui forcent à l'humilité. Moi, je ne pense pas à la Champions League, sincèrement. Hein? Moi, je me demande si Monaco va résister le championnat français s'il y a une débâcle demain. Contre comme ils vont s'effondrer aussi les deuxièmes qui sont PSG, donc c'est Nice en fait. C'est 0-0. Non, mais c'est des huitièmes qui forcent à l'humilité. Voilà. C'est-à-dire que personne n'imaginait. Dans ce fameux match aller là qu'on a regardé ensemble il y a 3 semaines, on a eu toutes les émotions. On a vu Monaco se qualifier. Ouais. On a vu, on s'est dit c'est plié. On a vu ce penalty loupé, on s'est dit c'est fini. Et on a vu le but juste après de Falcao qui était incroyable. Ouais. Et on a vu cette fin de match un peu arrogante de Jardim qui continue qui refuse de bétonner. Et le retour, et le retour des Blues. À un moment, il faudra savoir, parce que là, ce qu'on a reproché à Unai Emery au niveau du Paris Saint-Germain, qui n'est pas osé, qui n'est pas attaqué, maintenant on dit absolument le contraire pour Leonardo Jardim, parce que le gars, c'est sa philosophie de jeu, il est comme ça, il est pour le football total. Non, on parle de la fin de match, on parle d'un match où tu mènes 3-1. Non, 3-2. Ouais. Tu mets les 3-2, je pense. Non, on parle de cette fin de match. On parle de ce moment-là où tu as l'impression dans l'euphorie que tu vas marquer l'Europe, que tout le monde te regarde et que tu es en train de mettre 3 buts. Voilà. Mais il y avait Manchester City. Hein? Comme tu l'as rêvé, je sens que tu l'as rêvé. T'es en train. Toute l'Europe te regarde. Je sens à la place, quoi. Il fallait faire. Sincèrement, il fallait fermer le match avec 2-3. Il reste ouvert, on attaque, on va gagner à Manchester 5 buts. Tu reçois 5. C'est ça le problème quand on commande des scores. Hein, on commande des scores. On a tous eu beaucoup de plaisir. Moi, je ne suis pas supporter ni de City ni de Monaco. Non, mais j'ai bien aimé qu'ils ne ferment pas le match. Rappelons-nous quand même qu'il y a 2 ans, Monaco était sorti des poules avec une équipe, mais de triste cire. C'est-à-dire que c'était des 0-0, une demi-occasion, ils marquaient un but. C'est ce qu'on disait. Voilà, mais une défense hermétique qui est restée hermétique, un sacré bout de cette saison, qui ne l'est plus là, mais qui est quand même resté. Tu vois, on pensait à un moment donné qu'ils auraient les 2 atouts. Voilà, ce qu'on disait il y a 5-10 minutes, c'est que on le voit comme spectateur, mais on le voit comme technicien. Comme technicien, on peut dire que il fallait fermer. Oui. Parce que maintenant, tu vas payer le prix.
On le dit maintenant. Ouais, bien sûr. Justement, alors, Pep Guardiola, lui, il a gagné 2 fois la Ligue des Champions avec Barcelone. Là, sa première saison, ça ne se passe pas comme l'auraient aimé ses patrons émiratis. Et il commence même à parler, Pep Guardiola, peut-être d'un possible départ avant terme, si jamais il ne gagne rien cette saison. Et le risque existe. Moi j'ai l'impression que ces entraîneurs-là, même s'il y a eu le Bayern entre aujourd'hui et le Barça, et je le revois un peu avec une autre échelle avec Luis Enrique, j'ai l'impression que ces postes-là, ils usent, ils en sortent lessivés, ces hommes. Je parle de l'homme, pas du technicien. Je pense que j'ai l'impression que quand je vois l'après-Real de Mourinho, l'après-Barcelone, y compris au Bayern de Guardiola, j'ai l'impression qu'il y a un tel investissement humain. Je ne parle même pas de foot, sincèrement, je parle de capacité de travail, d'obsession, de pression. On a l'impression qu'ils sortent lessivés. En tout cas, merci beaucoup, Reda, pour la transition, puisque je veux parler d'usure. Et une usure qui guette l'actuel entraîneur de l'Atlético Madrid, notre ami Diego Simeone, qui vit sa saison la plus difficile. C'est sûr qu'il y a un match ce mercredi entre l'équipe de l'Atlético Madrid et Leverkusen qui, à mon avis, sauf exploit, sauf remontada à l'envers contre les Espagnols, mais c'est pratiquement pas possible. D'ailleurs, Leverkusen sera privé de 6 titulaires blessés et un nouvel entraîneur. L'ancien, il a été débarqué. L'Atlético Madrid qui semble aller déjà, par exemple, en ce qui concerne sa défense, elle est moins hermétique. Elle est, au niveau de l'attaque, elle compte un peu trop sur un seul homme, Antoine Griezmann. Est-ce que c'est la saison de trop pour notre ami Simeone à l'Atlético Madrid? Lui qui, après la défaite en finale de la Champions League face au Real Madrid, a pris quelques jours de réflexion avant de finalement décider de rester. C'est pas facile, ça a été vraiment une année vraiment difficile pour Simeone et pour tous les joueurs. Parce que être avec le même club, le même langage, la même philosophie, doper mentalement les joueurs, quand on le fait avec des joueurs totalement nouveaux dans le club, c'est facile. Mais avec des joueurs qui ont plusieurs années dans le club, style Gabi et autres, ça devient un peu de trop et on commence à payer le prix. Mais je crois qu'il va s'en sortir. Vraiment, il a donné beaucoup à Atlético Madrid et il va donner. Et je crois que cette année, ils vont terminer bien la Champions League. Ce qu'a dit Reda avant, c'est qu'on parle de l'être humain, on parle des entraîneurs qu'en fin de compte, ils oublient la famille, ils oublient ce qui est la vie privée. Ils dédient 18 heures par jour qu'à voir le foot, leur équipe et tout ça. En fin de compte, ils payent le prix. En tout cas, en Espagne, le débat existe autour de cet essoufflement de l'infatigable commando des Colchoneros. Parce que même, on le voit peut-être, on le voit un petit peu même sur le banc de touche, il est un peu moins excité expressif que d'habitude. Pour moi, c'est quand même un tout plus que sur la personnalité, la personne de Diego Simeone. C'est quand même déjà une saison qui n'a pas été facile, qui a été marquée par plusieurs blessures. Ouais. C'est aussi une saison où tu as quand même tes principaux cadres, Godin, Juan Fran, Gabi, qui ont quand même 32, 33. C'est autour de cet âge-là. Ça fait plusieurs années. Ils ont eu également l'interdiction de recrutement. Mais il faut retourner un peu en arrière aussi. Parce que le discours de Simeone envers ces joueurs-là, c'était très fort pendant deux années et demie. Alors, la troisième année, il faut répéter. Il faut répéter aussi encore le même discours. Alors, sauf que justement, moi je trouve qu'il y a vraiment 2 facettes à cette équipe cette année. Tu as la facette européenne et cette facette européenne, pour moi, elle ira loin parce qu'elle est toujours sur les mêmes ressorts qui ont fonctionné jusque-là. Ouais. Alors que la facette de la Liga, c'est vrai qu'elle est différente, c'est vrai que ça s'appuie beaucoup sur Griezmann et qu'effectivement on sent qu'il n'y a pas la même impulsion, qu'il n'y a pas la même énergie. En Liga, ils sont 4e et sous la menace du 5e, mais peut-être qu'ils ne pourront pas participer à la Ligue des Champions. Même le style est différent parce que avant, l'Atlético Madrid, c'est une équipe coriace qui défendait, qui attendait, qui faisait contre-attaque. Maintenant, c'est une grande équipe, c'est un grand club. Il doit commencer à jouer. Et les autres équipes qui attendent, ils font un peu le jeu que faisait Atlético Madrid avant. Attention. C'est pour ça. Si Simeone, moi je vous appelle juste à la prudence dans vos commentaires. Il a raison. Merci. On est dans le. Ils sont globalement dans le top 8. Dans les 8 équipes qui peuvent gagner la Ligue des Champions.
Moi, je me dis que peut-être que Simeone gueule moins, c'est parce qu'il a moins besoin de gauler vu que les gens sur le terrain, ils savent très bien ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est un groupe, qui a subi des traumatismes. Il y a peut-être une belle histoire à écrire. Je vois au moins dans les 8 équipes qui restent, au moins 4 qui me semblent nettement inférieurs à Atletico. Après, c'est une question de tirage au sort. Oui. On fait des grandes théories sur un péno loupé. Hein. On ne parle pas sur le volet européen. Moi, sur le volet européen. Comment pourrait-on parler alors de saison de trop s'ils arrivent au bout? Je vous promets une chose, les amis. Je vous promets une chose. La semaine prochaine, parce que vraiment ce sujet de Simeone m'intéresse également, de revenir sur. Voilà, exactement. Si ça ne t'intéresse pas, je vois Merci beaucoup, Julie. Merci, Reda. Merci à Juan Pedro. Et une promesse, on reviendra bien entendu la semaine prochaine sur bien sûr le bilan de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Et on s'attardera sur le cas de notre ami Simeone. C'est la fin de cette édition du Club. Mille merci de l'avoir suivi. Promis, on se retrouve donc tous ensemble la semaine prochaine. Ciao les amis.